Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part en Russie. Mais pas pour admirer la place rouge de Moscou ou les dômes dorés de Saint-Pétersbourg. Non. Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est une histoire bien plus sombre, bien plus tordue. C'est l'histoire d'une influenceuse populaire, également modèle sur OnlyFans, qui a disparu. Plus aucun signe d'elle dans la vraie vie. Mais en ligne, elle semblait toujours là. Elle postait, elle répondait, elle vivait. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Parce qu'assez vite, une question s'est imposée. Était-ce vraiment elle, derrière l'écran? À cette époque, en 2022, une tendance prenait de l'ampleur. Vous voyez le genre, ces influenceurs, souvent jeunes, souvent ambitieux, qui migrent vers l'univers du contenu pour adultes juste pour de l'argent. OnlyFans est devenu leur terrain de jeu favori. Créée en 2016, la plateforme n'avait pas pour but d'héberger ce type de contenu à l'origine. Mais soyons honnêtes, c'est précisément ce qui l'a rendue célèbre et lucrative, très lucrative. Nombreux sont ceux qui s'y sont lancés, quelques-uns y ont même trouvé la gloire. Mais dans le cas de notre héroïne du jour, la célébrité allait coûter bien plus que ce qu'elle rapporte. L'histoire, elle, nous ramène à Saint-Pétersbourg, une ville sublime. La capitale culturelle de la Russie, terre de Dostoïevski, de Tchaïkovski, de ballets somptueux et de cathédrales majestueuses, un endroit où l'art flirte souvent avec la provocation. Et c'est ici, dans ce décor raffiné, presque poétique, qu'est née Nastia Kamlovskaya. Pour ses proches, elle était Nastia Grishman. Elle est née le 7 février 1996, et dès sa venue au monde, la vie lui a mis des bâtons dans les roues. Son enfance a été marquée par une précarité extrême. Son père, un alcoolique absent, quasi fantôme. Il n'a jamais vraiment fait partie de sa vie. Fille unique, Nastia a été élevée par sa mère, Elena, dans une misère presque indécente. Les deux survivaient comme elles pouvaient. Elles partageaient un minuscule lit dans une chambre d'un foyer, sans intimité, sans espace, sans confort. Pendant 12 longues années, elles ont dormi côte à côte dans cette promiscuité pesante. À mesure que les difficultés s'accumulaient, Elena a fini par prendre une décision douloureuse, envoyer sa fille vivre chez sa grand-mère paternelle, dans la ville de Kolpino, pendant qu'elle-même partait travailler dans une autre région pour tenter de joindre les deux bouts. C'est ainsi que Nastia a été confiée à sa grand-mère paternelle, une femme que l'on pourrait qualifier de courageuse, car contrairement à son fils, elle, au moins, a pris soin de l'enfant. Chez sa grand-mère, pour la toute première fois, Nastia a eu une chambre rien qu'à elle, un espace à elle, une porte qu'elle pouvait fermer, un coin d'intimité si précieux quand on a grandi sans repère. Mais cette petite victoire avait un goût amer, car dans le même temps, les visites de sa mère se sont espacées. D'abord régulières, presque chaque week-end, puis rares, puis presque inexistantes, comme si, peu à peu, Elena avait tiré un trait. Le travail, l'argent. Bien sûr, c'était essentiel. Il fallait bien se loger, se nourrir, s'habiller. Mais rapidement, un autre besoin a pris le dessus. Les hommes. Les priorités d'Elena ont changé, et Nastia, sa propre fille, s'est retrouvée reléguée au troisième plan. Pendant qu'Elena refaisait sa vie avec un autre homme, sa fille, elle, se sentait abandonnée, mise de côté, comme si elle n'avait plus sa place dans le nouveau monde que sa mère construisait. Sans elle. Nastia avait le cœur en miettes. Son père l'avait laissé tomber dès le départ. Et maintenant, c'était sa mère qui s'éloignait. Ce double abandon a laissé une empreinte profonde, une douleur sourde qui ne l'a jamais quittée. La dépression? Elle est devenue une compagne silencieuse, une présence constante dans sa vie dès son plus jeune âge. Nastia grandissait dans un vide affectif. Sa mère n'était jamais là, toujours au travail, toujours occupée, et le manque d'attention, le manque d'amour, ont fini par l'étouffer. Incapable de prendre le contrôle de sa propre vie, elle s'est enfermée dans une spirale destructrice qui s'est manifestée par des troubles du comportement alimentaire, une lutte quotidienne, invisible aux yeux des autres, mais bien réelle pour elle. Heureusement, il y avait sa grand-mère, un phare dans cette nuit, une présence bienveillante qui, à défaut de guérir toutes ses blessures, a su lui offrir un peu de répit. Pour la première fois, quelqu'un a encouragé sa passion, l'art.
La grand-mère de Nastia lui a offert ce que personne ne lui avait donné avant, de la reconnaissance, des pinceaux, des toiles, des crayons, tout ce dont elle avait besoin pour s'exprimer, pour respirer. Et puis, à 15 ans, l'art est devenu quelque chose de plus profond, de plus personnel. Nastia ne voulait plus seulement créer, elle voulait incarner, devenir elle-même une œuvre d'art vivante. Avec la complicité de sa grand-mère, elle a franchi un cap. C'est elle qui l'a accompagnée dans un salon de tatouage, où Nastia a reçu son tout premier tatouage. Une initiation, une révélation. Ce tatouage, c'était plus qu'un dessin, c'était une déclaration, une renaissance. Dès lors, Nastia est devenue cette adolescente audacieuse, charismatique, que beaucoup auraient rêvé d'être. Elle se distinguait pas seulement par ses tatouages ou son look original, mais aussi par son esprit vif et sa polyvalence. Elle étudiait la mécanique automobile, apprenait la programmation informatique, peignait des tableaux et créait des looks visuellement puissants. Une vraie touche-à-tout, une personnalité entière. Et déjà, elle travaillait à temps partiel dans un salon de tatouage en tant qu'apprentie. C'était plus qu'un job, c'était sa voix, son langage, son refuge. Nastia faisait enfin ce qu'elle aimait. Elle créait, elle s'exprimait. Et petit à petit, elle commençait même à gagner un peu d'argent grâce à son art. Son style, son univers, ont émergé dès l'adolescence. Et ce style, c'était le reflet brut de son monde intérieur. Visuellement, Nastia ne passait jamais inaperçue. Elle avait une allure unique, inoubliable. Des cheveux multicolores, du piercing, des vêtements provocants et audacieux. Un savant mélange d'esthétique gothique et d'univers anime. Elle était passionnée par les dessins animés japonais et les jeux vidéo. C'était son échappatoire, son carburant. À 16 ans, elle a créé son tout premier compte sur le réseau social V-Contact, l'équivalent de Facebook en Russie. Dans ses publications, elle partageait ses passions, l'anime, les jeux, les tatouages, et peu à peu, autour d'elle, s'est formée une petite communauté. Des gens qui la suivaient, qui s'intéressaient vraiment à ce qu'elle disait, à ce qu'elle vivait. Sans même s'en rendre compte, Nastia était devenue une influenceuse, bien avant que ce mot ne soit à la mode. En 2014, elle a fêté ses 18 ans. L'école était derrière elle. Il était temps de chercher un vrai travail. Mais pour Nastia, la voie était toute tracée. Le tatouage, c'était une évidence. Elle avait du talent. Et surtout, elle était son propre bouc vivant. En à peine 3 ans, elle avait recouvert presque l'ensemble de son corps de dessin. Chacun racontait une histoire. Chaque tatouage était une pièce d'elle-même, ancrée dans la peau, et son nom commençait à circuler dans le milieu. Elle se faisait une place, une réputation, grâce à ses créations, bien sûr, mais aussi grâce à son style visuel très marqué, un univers fortement inspiré des mangas qu'elle poussait jusqu'à l'extrême. Nastia ne se contentait pas d'aimer les personnages d'animation, elle les incarnait. Elle faisait du cosplay, se transformant en héroïne de ses séries préférées qu'elle faisait vivre à travers ses photos publiées en ligne. Robes fantaisistes, lentilles colorées, perruques folles. Elle était un véritable personnage sorti d'un autre monde, et elle captivait. Nastia s'était fait un nom grâce à plusieurs choses, ses tatouages impressionnants, ses photos de cosplay saisissantes, mais aussi grâce à ses formations en ligne qu'elle vendait dans les domaines du design graphique et de la programmation informatique. Oui, Nastia avait plus d'une corde à son arc. Elle n'était pas qu'une image. Elle était une créatrice complète. À tout juste 18 ans, elle était déjà une figure d'influence sur les réseaux sociaux, une vraie meneuse d'opinion. Et surtout, elle vivait de sa passion. Ce luxe rare, elle l'avait conquis à la force de sa personnalité. Assez, en tout cas, pour pouvoir enfin quitter le toit de sa grand-mère et voler de ses propres ailes. Son rêve ultime ? Devenir célèbre. Réellement, profondément, être reconnue, admirée. Et pour ça, elle était prête à tout donner. Elle multipliait les projets, travaillait son image, élargissait son audience. Elle voulait qu'on parle d'elle, qu'on la voie, qu'on la suive. Dans cette quête de notoriété, Nastia a même tenté sa chance à la télévision. Elle a passé un casting pour participer à l'émission russe Patsanki, une émission dans laquelle des jeunes femmes au comportement turbulent ou marginal sont invitées à suivre un programme de transformation pour devenir des vraies dames. Le concept repose sur l'opposition entre leur comportement des garçons manqués
et les codes de la féminité traditionnelle. Mais Nastia a été recalée. Officiellement, elle ne correspondait pas tout à fait au profil recherché. Officieusement, elle était peut-être trop atypique, même pour une telle émission, car Nastia n'était pas un garçon manqué dans le sens classique du terme. Elle ne se battait pas dans la rue, elle ne jurait pas à chaque phrase. Elle n'était ni violente ni brutale. Elle était autre chose, une jeune femme singulière, au style tranché, à l'identité forte, à l'esthétique déroutante. Une artiste, une rebelle douce. Et ça, la télévision ne savait pas toujours quoi en faire, mais elle ne s'est pas laissée abattre. Loin de là. Si la télé ne voulait pas d'elle, tant pis. Elle construirait sa réputation autrement. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. À 21 ans, elle était devenue une figure incontournable dans le milieu du tatouage. C'est à ce moment-là qu'elle a adopté un pseudonyme, Nastia Grishman. Elle voulait un nom qui claque, un nom qui sonne bien, même en anglais. Sur les réseaux sociaux, elle le stylisait en supprimant les voyelles, un détail graphique, un choix esthétique à son image. À cette époque, il ne restait plus 1 centimètre de peau vierge sur son corps, à l'exception de son dos. Non pas par choix artistique, mais simplement parce qu'elle n'arrivait pas à l'atteindre toute seule. Car oui, la grande majorité de ses tatouages, Nastia se les était faites elle-même, à la main, à l'aiguille, avec précision, avec passion. En 2019, elle a fêté ses 23 ans, et elle brillait. C'était une artiste respectée, reconnue dans sa communauté. Elle gagnait très bien sa vie. Elle était libre, créative, indépendante, et elle commençait aussi à exploser sur TikTok. Près de 290 000 abonnés. Et à l'époque, ce chiffre-là, c'était énorme. Bien avant que l'application ne devienne l'empire viral qu'on connaît aujourd'hui. Pour Nastia, c'était une consécration. Elle était en haut de la vague, et elle en était fière, vraiment fière. Mais le problème avec les sommets, c'est qu'ils attirent les orages. Et dans l'histoire de Nastia, l'orage portait un prénom, Dimitri. Il a débarqué dans sa vie de la manière la plus banale qui soit. C'est sa copine, Margarita, avec qui il était en couple depuis 5 ans, qu'il avait envoyé dans le salon de tatouage de sa tatoueuse préférée. Juste un rendez-vous, un conseil de petit ami, un choix qui, bientôt, allait faire basculer 3 vies. En septembre 2021, Dimitri a franchi la porte du salon de Nastia Grishman. Il venait pour une séance de tatouage, mais pas une petite pièce anodine. Non. Il avait réservé plusieurs sessions d'affilée. Il voulait un grand motif, une œuvre ambitieuse. Et il voulait que ce soit Nastia, en personne, qui grave l'encre dans sa peau. Ce jour-là, Nastia n'en a peut-être pas eu conscience, mais elle venait de croiser l'homme qui allait bouleverser sa vie. Définitivement. À l'époque, Dimitri formait un couple solide avec Margarita. 5 ans de relation, une partenaire de vie, mais aussi de scène, car l'univers de Dimitri était tout sauf ordinaire. Il avait plusieurs sources de revenus, mais l'une d'elles était aussi risquée que sulfureuse. Il produisait et jouait dans ses propres films pour adultes. Il écrivait les scénarios, imaginait les costumes, montait les scènes, tout un petit business clandestin à haut risque. En Russie, ce genre d'activité n'est pas seulement mal vu, il est illégal. Produire et distribuer du contenu pour adultes peut valoir de 2 à 6 ans de prison. Regarder? Oui. Mais créer? Non. Dimitri jouait donc avec le feu. Et il le savait. Né le 15 février 1998, il avait 2 ans de moins que Nastia. Il venait d'Omsk, une ville située à plusieurs heures de vol de Saint-Pétersbourg. Un garçon au passé lourd. Sa mère était morte alors qu'il était encore enfant. Son père s'est remarié et c'est une autre femme, sa belle-mère, qui l'a élevé. Cette perte précoce a laissé en lui une profonde blessure. Enfant, il était réservé, effacé, presque invisible. Mais à l'adolescence, tout a changé. Il s'est ouvert. Il est devenu sociable, volubile, parfois même trop. Il a grandi à Omsk, où il a étudié dans une école d'art pour enfants. Sur ses réseaux sociaux, on retrouvait un patchwork étrange, des poèmes, des pensées sur la mort, des déclarations d'amour au fast-food, et bien sûr, quelques croquis de tatouages, des voitures stylisées, des lettres japonaises, des symboles énigmatiques. En réalité, les publications de Dimitri sur les réseaux sociaux avaient quelque chose de dérangeant.
Ces textes révélaient un esprit mal à l'aise avec les codes sociaux, voire totalement déconnectés. Il écrivait qu'il aimait se promener dans les cimetières pour contempler les tombes de jeunes filles. Oui, littéralement. Il partageait aussi, sans filtre, sans gêne, des critères étranges pour choisir ses futurs partenaires, alors même qu'il était déjà en couple avec Margarita. Il affirmait, par exemple, qu'il ne coucherait jamais avec une fille pesant plus qu'un certain poids, ou avec quelqu'un de plus âgé que 16 ans, inquiétant, glacial, d'une violence passive à peine voilée. Et quand il parlait de Margarita, la femme avec qui il partageait sa vie depuis des années, c'était souvent sur un ton sec, irrespectueux, brutal, comme si elle n'était qu'un accessoire dans son décor. À ses 18 ans, il avait quitté Omsk pour Saint-Pétersbourg avec elle, un nouveau départ. Ils avaient pris l'avion ensemble, loué des appartements, tenté de se construire une vie. Dimitri enchaînait les petits boulots, web design, illustration, programmation. Mais sa vraie passion, celle qui le faisait vibrer, c'était la mécanique automobile. Il était inscrit sur des dizaines de forums spécialisés où il partageait fièrement les étapes de la restauration de sa voiture fétiche, une Mercedes-Benz acquise en 2020. Mais derrière cette façade de jeune homme passionné, le passé judiciaire de Dimitri commençait déjà à s'épaissir. À 19 ans, il avait déjà 2 condamnations pénales, l'une pour vol, l'autre pour refus de service militaire, ce qui lui a valu une interdiction de quitter le pays. Pas exactement un citoyen modèle, et c'est à ce moment-là que les choses ont basculé. Margarita, sans se douter de rien, a envoyé son petit ami se faire tatouer chez sa tatoueuse préférée, Nastia Grishman. Ce fut le début de la fin. Pendant les longues heures de tatouage, Dimitri et Nastia ont parlé, beaucoup, et ils ont découvert qu'ils partageaient bien plus qu'une passion pour les dessins sur peau. Ils aimaient les voitures, l'art, la création visuelle. Tous deux avaient un coup de crayon sûr, mais il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, un lien invisible, né de leurs enfances brisées. Tous deux avaient grandi sans réelle présence maternelle. Dimitri avait perdu sa mère très tôt. Nastia, elle, avait une mère bien vivante, mais absente, fuyante, occupée à vivre une autre vie. L'un comme l'autre, ils avaient grandi dans un vide affectif glacial, et chacun avait appris à se débrouiller seul, à survivre seul. 2 enfants abandonnés, 2 adultes cabossés, 2 âmes qui cherchaient encore leur place dans le monde, et surtout 2 êtres ambitieux, affamés de reconnaissance, de gloire, de lumière. À la fin de ces séances de tatouage, leur lien est devenu évident. Ils passaient du temps ensemble en dehors du salon, exposition, salon automobile, convention de tatouage. Leur amitié devenait de plus en plus intime, et sans surprise, elle a fini par se transformer en quelque chose d'autre, quelque chose qui allait tout faire exploser. Margarita, elle, n'était pas dupe. Elle sentait bien que quelque chose clochait. Elle voyait leur complicité grandir, et elle bouillait de jalousie. Très vite, les disputes ont éclaté. Elle reprochait à Dimitri son comportement, ses silences, ses absences. Margarita avait tout quitté pour lui. Elle avait quitté Omsk, sa ville natale, sa vie d'avant, pour suivre Dimitri à Saint-Pétersbourg. Et maintenant, elle maudissait ce jour maudit où elle l'avait envoyé se faire tatouer chez Nastia. Parce qu'à présent, entre eux deux, tout portait à croire qu'une romance était en train de naître. Désespérée, Margarita était au bord du gouffre. Elle inondait Dimitri de messages, l'appelait en boucle quand il était avec Nastia, menaçait de se donner la mort. Et un jour, après une série de textos inquiétants, Nastia et Dimitri ont décidé d'aller ensemble à l'appartement que le jeune homme partageait encore avec Margarita. Leur but ? Tenter de la convaincre qu'il ne se passait rien entre eux, qu'ils étaient juste amis, rien de plus. Mais Margarita ne les a pas crus une seule seconde. Sous le choc, en larmes, elle a fui l'appartement en pyjama, courant dehors en plein hiver. Il faisait un froid glacial. Elle risquait l'hypothermie. Mais la vraie urgence n'était peut-être pas physique. Son équilibre mental vacillait dangereusement. Margarita n'allait pas bien. Et dans cette tempête émotionnelle, c'est Nastia, ironiquement, qui a tenté de l'aider. Elle a appelé une ambulance. Elle, au moins, a essayé. De son côté, Dimitri continuait de jurer à Margarita que tout allait bien, que leur couple tenait bon. Elle voulait y croire. Elle essayait. Mais peu après, elle a découvert un détail de trop,
Il avait offert une voiture à Nastia. Une voiture. Jamais il ne lui avait fait un cadeau aussi cher. Pas même une bague, pas même un week-end. Et là, Nastia, une rivale à peine dissimulée, recevait tout ce qu'elle n'avait jamais eu. L'humiliation était totale. Alors Margarita a craqué. Elle a volé la voiture. Puis, délibérément, elle l'a écrasée. Peut-on vraiment lui en vouloir? Cette fille assistait impuissante à la lente trahison de l'homme qu'elle aimait. Elle le regardait tomber amoureux d'une autre, le cœur en lambeaux. Et ce qui rendait la chose encore plus douloureuse, c'est que Dmitri traitait Nastia bien mieux qu'il ne l'avait jamais traitée, elle. Margarita avait participé à ses projets les plus douteux. Elle avait joué dans ses films pour adultes. Elle l'avait soutenu, avait même été son gagne-pain. Et lui, en retour, l'avait remplacée, comme une figurante inutile. Peu après l'incident de la voiture, Dmitri a quitté Margarita pour de bon, officialisant sa relation avec Nastia Grishman. Il avait tout à gagner. Nastia était déjà célèbre. Son image, son nom, sa communauté, tout ça avait de la valeur. Dmitri lui promettait monts et merveilles, gestion des réseaux, calendrier de publication, stratégie de vente de ses cours en ligne. Et le pire, c'est qu'il a tenu parole. Dès qu'il a pris les rênes en tant que manager, les revenus de Nastia ont presque doublé. Il organisait ses journées, planifiait ses contenus, gérait sa logistique. Professionnellement, c'était rentable. Les deux en profitaient. Mais dans l'ombre, les défauts de Dmitri commençaient déjà à lourder l'air. Aux alentours de février 2022, Nastia et Dmitri ont emménagé ensemble, comme un couple marié, 5 petits mois après leur rencontre. Et tout s'est précipité, littéralement. La carrière de Nastia a basculé du jour au lendemain. Elle est devenue la nouvelle partenaire de Dmitri dans ses films pour adultes, remplaçant Margarita. Ensemble, ils ont d'abord produit du contenu pour OnlyFans, puis l'ont diffusé sur d'autres plateformes. Nastia, artiste tatoueuse, influenceuse, est soudainement devenue également une star de l'érotisme. Dmitri, en un sens, avait modelé sa nouvelle muse, une femme audacieuse, tatouée, libre et exposée. Et à peine un mois après le lancement de ce contenu sulfureux, la télévision s'en est emparée. Nastia a été invitée sur un plateau national pour témoigner de sa nouvelle vie. L'épisode a été diffusé début avril 2022 et il a fait du bruit. Beaucoup de bruit, car ce n'était pas une simple émission, c'était une arène, un tribunal médiatique. Le thème du jour, l'industrie du film pour adultes et les invités. Nastia, bien sûr, son compagnon Dmitri Chernyshov et sa propre mère, Elena. L'émission a commencé par un portrait peu flatteur. Le présentateur a décrit Nastia comme une fille abîmée, presque déchue, une sorte de caricature de délinquante, tatouée qui aurait brisé le cœur de sa mère. Elena, en larmes, racontait à quel point elle avait été choquée de découvrir la nouvelle carrière de sa fille, et elle pointait directement du doigt Dmitri qu'elle tenait pour seul responsable de cette descente. Lorsque Nastia a fait son entrée sur le plateau, tout le monde était déjà contre elle. L'ambiance était électrique, hostile. Les regards, les remarques, les jugements, elle les a tous ressentis dès la première seconde. Alors, comme souvent, elle a enfilé son masque. Un sourire provocateur, un rire forcé, une posture défensive, presque arrogante. Nastia s'est mise à répondre sèchement, à couper la parole, à se moquer des commentaires moralisateurs. Elle s'est donnée en spectacle, volontairement. Elle a incarné le rôle de la méchante, celle qu'on adore haïr, celle qui assume tout, même l'inacceptable. Elle affirmait avec aplomb être le nouveau standard de beauté. Disait que ses affiches devraient être dans toutes les rues. Elle se moquait des valeurs conservatrices des experts et des invités, en les tournant en dérision. Mais derrière cette provocation, il y avait une stratégie, une protection, une façade. Car Nastia savait très bien pourquoi elle était là. Pas pour être comprise, pas pour être écoutée, non. Elle était là pour être attaquée. Alors elle a pris les devants. Elle a dressé un mur entre la vraie elle, vulnérable, meurtrie, complexe, et celle que le public voulait voir, une rebelle vulgaire, insolente, à clouer au pilori. Quand les critiques ont commencé à pleuvoir sur Dmitri, accusé d'avoir précipité Nastia dans l'industrie du film pour adultes,
elle a pris sa défense publiquement. Sur le plateau, elle a déclaré que c'était son propre rêve depuis longtemps et que Dmitri n'avait fait que l'aider à le réaliser. Mais la salle n'était pas convaincue, car les faits parlaient d'eux-mêmes. Dmitri avait déjà tourné des films érotiques pendant 4 ans avec son ex, Margarita. Pour beaucoup, le schéma devenait évident. Toutes les femmes de Dmitri finissaient devant une caméra, et cela n'avait rien d'un hasard. Mais Nastia, elle, semblait sûre d'elle, du moins en apparence. Elle expliquait que grâce à Dmitri, ses revenus avaient explosé bien au-delà de ce qu'elle gagnait avant. Elle le disait fièrement, comme un argument, comme une justification. Puis l'ambiance a basculé. Margarita, a été invitée à rejoindre le plateau. Tous s'attendaient à un clash, une scène, des cris. Mais ce qui s'est passé était bien plus dérangeant. Margarita tremblait, littéralement. Dès qu'elle a mis les pieds dans la salle, on sentait le poids du traumatisme. Elle parlait bas, avec hésitation, la voix tremblante, les mains crispées. Face à elle, Nastia riait, ironisait, papillonnait. Et soudain, le public a vu Nastia sous un nouveau jour, plus froid, moins humain. Margarita a partagé sa vérité. Selon elle, la relation de Nastia et Dmitri ne durerait pas. Il ne l'avait choisi que pour sa notoriété, pour ses followers, pour le capital social qu'il pouvait en tirer. Et Nastia, sans flancher, a répondu que Margarita n'était qu'une jalouse, incapable d'accepter la réussite des autres. Elle parlait de sa relation avec Dmitri comme d'un conte de fées. Il l'avait couverte de cadeaux, lui avait fait sa demande en mariage, juste après avoir quitté Margarita, l'avait comblée d'attention. Mais sous cette façade de femme forte, sûre d'elle, il y avait des fêlures. Elle le jouait provocatrice, détachée. Mais son besoin constant de se justifier trahissait un mal plus profond, une inquiétude, une blessure ancienne, celle d'avoir été oubliée, négligée, reléguée toute sa vie. Même dans son propre couple, elle n'avait pas été la première. Et puis, Margarita a lâché une bombe. Dmitri l'avait non seulement manipulée psychologiquement, mais aussi frappée. Elle l'a dit pour la première fois à voix haute devant toute la Russie. « Je ne veux plus jamais d'un homme qui a levé la main sur moi. » La tension est montée d'un cran. Nastia s'est jetée dans la défense de son compagnon, traitant Margarita d'hystérique, l'accusant de faire du cinéma, de chercher l'attention. Mais le malaise était visible. Elle-même n'avait pas l'air de croire à ce qu'elle disait, et le public voyait clair dans son jeu. Le présentateur s'est alors tourné vers la mère de Nastia. « Est-ce que ça ne vous inquiète pas de voir votre fille mariée à cet homme ?» Et la réponse d'Elena fut d'une légèreté déconcertante. « Je le connais comme un garçon calme, timide, réservé. » Comme si tout ce qui venait d'être dit n'avait aucune importance, aucune portée. Une manière polie de balayer le problème, de ne pas s'impliquer, comme si elle ne voulait pas voir, comme si elle n'avait jamais voulu voir. Ce détachement confirmait tout. Elena n'avait jamais vraiment été là pour sa fille, et alors que l'atmosphère devenait irrespirable, lui est entré, Dmitri Chernyshov. Enfin, il est apparu comme un garçon maladroit, effacé, presque invisible, le regard fuyant, et cela rendait la scène encore plus absurde. 2 jeunes femmes magnifiques en train de se déchirer publiquement pour lui. Mais le pire, ce n'était pas son arrivée, c'était ce qu'il a osé dire. Quand on lui a demandé pourquoi il avait quitté Margarita pour Nastia, Dmitri a simplement lâché. La différence saute aux yeux. Vous ne voyez pas? Une phrase, une seule, mais une phrase de trop. Comparer 2 femmes de cette manière, les réduire à une échelle esthétique, alors que toutes 2 étaient belles à leur façon, cela a provoqué un dégoût immédiat. Ce n'était plus de la maladresse. C'était le reflet de ce qu'il était vraiment. Un homme mesquin, amer, méprisant. Sur le plateau, les experts ont tenté de raisonner Nastia, de lui ouvrir les yeux sur la vraie nature de celui qu'elle défendait avec tant de ferveur. Mais elle ne voulait rien entendre. Les lunettes roses vissées sur le nez, elle continuait à parler des cadeaux qu'il lui offrait, manteaux de fourrure, produits de luxe, matériel artistique, même une voiture. Sans comprendre qu'en réalité c'est elle qui finançait tout. C'était avril 2022. Devant les caméras, Nastia clamait haut et fort que la vie était belle, que son couple était solide, que Dmitri l'aimait, la soutenait et qu'ils gagnaient plein d'argent ensemble.
Mais dans les coulisses de ce paradis en façade, le vernis craquait. Dimitri avait quitté son emploi principal dans l'informatique et comptait désormais uniquement sur les revenus de Nastia. Ce déséquilibre économique devenait source de tensions, de plus en plus fréquentes. Nastia finira même par confier à sa mère qu'elle envisageait de le quitter. Pire encore, elle voulait quitter la Russie, définitivement. En moins de 2 mois, Nastia était passée de défenseuse farouche de son homme à la télévision nationale à une femme qui préparait sa fuite. Discrètement, elle vendait ses affaires, mettait de l'argent de côté et rêvait de s'installer en Corée du Sud. Elle avait toujours aimé la culture asiatique. Elle y avait des amis, des contacts et un plan, ouvrir son propre salon de tatouage. Là-bas, elle pouvait vraiment devenir ce qu'elle avait toujours voulu être, une artiste libre, indépendante, admirée. Mais ce rêve n'était pas seulement professionnel. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre, un nouveau visage dans son entourage. Kirill Kittelson, un autre TikToker, un jeune homme charmant, populaire et très proche de Nastia. Les rumeurs allaient bon train. Entre eux, l'amitié semblait profonde, mais certains y voyaient plus. Nastia se confiait à Kirill. Elle lui racontait son épuisement, sa rancœur envers Dimitri qui, selon elle, lui pompait toute son énergie et refusait de prendre ses responsabilités. Elle ne le supportait plus. Elle voulait en finir, vite. Fin juillet 2022, Dimitri a quitté leur appartement. La rupture était consommée. Le 31 juillet, Nastia a passé la journée avec Kirill. Ils ont ri, parlé, partagé un moment complice. Pour Kirill, tout allait bien. Mais quelques heures plus tard, un message glaçant. Nastia lui écrit qu'elle ne veut plus jamais le voir. Brutal, inattendu, inexpliqué. Kirill ne comprenait pas. Ils s'entendaient bien. Il n'y avait eu aucun signe de tension. Le choc fut total. Dans les jours qui ont suivi, Nastia continuait d'alimenter ses réseaux sociaux. Des selfies, des promotions de cours, des annonces de vente de vêtements en vue de son départ pour la Corée. Tout semblait normal, trop normal. Mais les proches, eux, sentaient que quelque chose clochait. Elle écrivait encore à sa mère, à ses amis. Mais ses messages n'étaient plus les mêmes. Son ton avait changé. Ses mots étaient froids, impersonnels. Et surtout, plus de direct, plus de nouvelles photos, plus d'interactions directes. Ce qu'elle publiait semblait préenregistré. Nastia avait disparu, à petit feu. Et puis, il y a eu cette soirée. 3 jours après leur dernière sortie, Dimitri a revu quelques amis, dont une proche de Nastia. Et là, dans un moment d'étrangeté totale, il a commencé à parler. Pas d'argent, pas de projet, mais de choses intimes. Lors de cette soirée avec des amis, Dimitri a parlé. Il a expliqué qu'au début de sa relation avec Nastia, elle lui avait demandé une faveur. Si un jour elle allait si mal qu'elle ne voulait plus vivre, il devait l'aider à partir, à la libérer de sa souffrance. Personne ne s'en est étonné vraiment. Depuis l'enfance, Nastia avait vécu avec la dépression chevillée au corps. Cette demande ressemblait à une provocation, un cri du cœur. Mais dans la bouche de Dimitri, ça sonnait comme un pacte, un accord macabre. Selon lui, ils avaient passé un accord oral, et récemment, il l'aurait honoré. Une amie proche de Nastia, également présente, connaissait les douleurs intérieures de la jeune femme. Elle avait souvent entendu ses appels au secours déguisés, mais jamais elle ne les avait pris pour un désir réel de mourir. Nastia était tourmentée, oui, mais elle se battait, elle rêvait, elle faisait des projets. Alors elle a demandé à Dimitri « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Et lui, froidement, a répondu « Je l'ai aidé à partir ». Le silence est tombé comme une chape de plomb. La panique a envahi la pièce. Voyant l'effet de ses paroles, Dimitri a tenté de minimiser, demandant à l'ami de se calmer, lui promettant de tout arranger. Il a dit qu'il allait se rendre à la police, ou, sinon, rejoindre Nastia. À cet instant, il était clair. Soit Nastia était morte, soit Dimitri faisait une mauvaise blague, une de celles qu'on ne peut jamais rattraper. Mais tout indiquait qu'il disait la vérité. Pendant que l'ami essayait de rassembler ses pensées, de comprendre ce qu'elle venait d'entendre, Dimitri continuait comme si de rien n'était. Il mettait en vente les affaires de Nastia, gérait ses comptes en ligne, et même, comble de l'effronterie, avait déposé une demande de prolongation de bail pour leur appartement commun. Aucune trace de remords, juste
Un plan, une fuite. Tiraillée par le doute, paralysée par la peur, l'amie a mis plusieurs jours à se décider. Mais le 9 août, elle a fini par appeler la police, les suppliant de vérifier l'appartement de Nastia. Elle espérait encore un miracle. Les agents sont arrivés. Ils ont frappé, personne n'a répondu. Ils ont enfoncé la porte, et à l'intérieur régnait le silence. Mais dans la salle de bain, ils ont découvert le corps sans vie de Nastia Kamlovskaya, allongé au sol. Elle était là depuis au moins une semaine. Son corps avait commencé à se décomposer. Le verdict des experts fut accablant. Plus de 20 coups de couteau, sauvages. Nastia avait 26 ans. Elle s'apprêtait à tout recommencer, à vivre pour elle, à construire un avenir ailleurs. Quelqu'un lui avait volé ce futur. Le principal suspect, sans surprise, Dimitri Chernyshov. Il a été retrouvé en moins de 24 heures. Il s'était caché dans un motel non loin du domicile de Nastia. Il n'avait pas fui bien loin. Peut-être n'avait-il même pas prévu de fuir du tout. Quand la nouvelle a été annoncée à la famille et aux amis de Nastia, tout s'est éclairé. Ce sentiment d'angoisse qui les rongeait depuis des jours, cette impression que ce n'était plus vraiment elle sur les réseaux, c'était juste, car ce n'était pas elle. C'était Dimitri. C'est lui qui écrivait, postait, vendait, répondait, en se faisant passer pour Nastia, après l'avoir tuée. La police a ensuite retracé les derniers instants de la jeune femme, grâce aux preuves, aux examens médico-légaux et à la scène de crime elle-même. Le 31 juillet, après avoir passé une belle journée avec Kirill, Nastia est rentrée chez elle. Elle semblait heureuse, détendue. Mais cette nuit-là, Dimitri est venu. Dans l'appartement, il a vu les valises prêtes, les vêtements à vendre, les boîtes empilées. Il a compris. Nastia partait. Elle partait pour de bon, pour une autre vie, sans lui. Et il n'a pas supporté. Peut-être avait-il aussi appris l'existence de Kirill ce soir-là. Plus tard, Dimitri Chernyshov a fini par raconter sa version des faits à la police. Et ce qu'il a décrit ressemblait à une scène de perte totale de contrôle, un acte de jalousie destructrice. Un de ces moments où un homme sent qu'il perd définitivement la femme qu'il pense posséder et où il préfère la détruire plutôt que de la laisser partir. Il a expliqué qu'il s'était violemment disputé. Les mots avaient fusé, les reproches aussi, et quelque chose en lui avait basculé. Il s'était emporté, il avait saisi un couteau, il l'avait frappé. Plusieurs fois. Puis, paniqué par ce qu'il venait de faire, il s'était enfui. Mais ce n'est pas tout. Le jour même, Dimitri a changé son récit. Il a répété aux enquêteurs la même version étrange qu'il avait déjà livrée à ses amis quelques jours plus tôt. Nastia aurait voulu mourir. Et lui aurait simplement accédé à sa demande. Une tentative grossière de transformer un meurtre passionnel en une assistance au suicide. À sa grande surprise, quelques-uns de ses amis ont pris sa défense. Une amie a même publié un message sur les réseaux sociaux affirmant que Dimitri avait pris la vie de Nastia, oui, mais que l'histoire était bien plus complexe. Ce n'était ni une dispute, ni un accès de folie, selon elle. C'était un acte de compassion, car Nastia ne supportait plus sa vie et le lui avait demandé plusieurs fois. Une version des faits que rien, absolument rien, ne confirmait. La nouvelle de la mort tragique de Nastia a fait l'effet d'un séisme sur les réseaux sociaux. Elle avait près de 300 000 abonnés, une communauté fidèle qui suivait son quotidien, ses tatouages, ses projets. Son silence, ses publications trop parfaites, tout avait inquiété. Et maintenant, tout s'expliquait. Dimitri, de son côté, tentait de protéger son anonymat. Il suppliait les autorités de ne pas dévoiler son visage à la presse, mais il était déjà trop tard. Son image circulait partout, habillé, déshabillé, souriant, menotté. Il était le tueur de Nastia, et il n'y aurait pas de retour en arrière. La police l'a emmené sur les lieux du crime, dans l'appartement qu'il partageait autrefois avec elle. Là, il a reconstitué la scène, menotté, face à un mannequin expliquant comment il avait porté les coups. Une vidéo toujours disponible en ligne, glaçante à regarder. Car derrière le plastique du mannequin, il y avait le fantôme de Nastia, une femme bien réelle, bien vivante, une jeune fille de 26 ans, agonisante, gisant dans son propre sang. Le 22 janvier 2023, Dimitri a reconnu les faits. Devant la justice, il a avoué avoir tué Nastia Kamlovskaya. Il a raconté que,
Après l'avoir poignardée, elle serait morte dans ses bras. Il aurait ensuite porté son corps dans la salle de bain, où il l'a laissé. Là, pendant plusieurs jours, il a continué à utiliser son téléphone, répondant à ses proches, faisant semblant qu'elle était encore en vie. Il gérait ses réseaux, postait, vendait ses affaires, comme si de rien n'était, un théâtre morbide. La jalousie reste le mobile principal envisagé par les enquêteurs. Peut-être que Dmitri avait découvert sa proximité avec Kirill. Peut-être qu'il avait lu un message. Ou peut-être que ce fut le coup de grâce. Voir Nastia préparer son départ, reprendre sa liberté, lui échapper. Et ça, il ne pouvait pas l'accepter. Alors, il l'a tuée. L'enquête a duré près d'1 an. Elle s'est achevée à l'été 2023. Le dossier a été transmis au tribunal. Et en janvier 2024, le verdict est tombé. Dmitri Chernyshov a été condamné à seulement 8 ans de prison, en colonie pénitentiaire à régime sévère. 8 ans pour avoir ôté la vie à une jeune femme de 26 ans. C'est ainsi que s'est conclue cette affaire, un true crime à la russe, comme l'ont appelé certains médias. Les funérailles de Nastia Kamlovskaya se sont déroulées en privé, mais sa mère, Elena, a accepté qu'elle soit filmée en échange d'une rémunération. Ce choix a choqué de nombreux fans, troublés de voir une tragédie familiale transformée en contenu médiatique. Parmi les présents figurait toute la famille, y compris le père de Nastia qu'elle n'avait jamais connu, et sa grand-mère paternelle qui l'avait élevée. Cette dernière, visiblement mal à l'aise, est restée en retrait. Peu après, le talk show qui avait révélé au public les tensions familiales de Nastia a diffusé une seconde émission, posthume. Plusieurs proches ont témoigné, dont Elena et l'amie qui avait prévenu la police, tous rémunérés pour leur intervention. Elena, vêtue de noir, a raconté avoir échangé des messages avec sa fille, sans savoir qu'elle était déjà morte. C'était en réalité Dmitri, le compagnon de Nastia, qui répondait à sa place. L'amie, accablée par la culpabilité, a été vivement critiquée pour avoir attendu 1 semaine avant d'alerter les autorités. Ce jour-là, elle a partagé un détail troublant. Selon Dmitri, les derniers mots de Nastia auraient été « appelle une ambulance », ce qui remet en cause toute idée de suicide, d'autant que la plupart des blessures étaient concentrées à la gorge, rendant improbable toute parole. Elle a également révélé que Dmitri avait tenté de dissimuler le meurtre en bouchant les aérations et en saturant l'appartement de parfum. Pendant ce temps, il continuait de vivre dans le logement, allant jusqu'à demander le renouvellement du bail. Après la mort de Nastia, des images de son compte OnlyFans et des conversations privées ont fuité en ligne, parfois relayées par des journalistes. L'opinion publique s'est divisée. Certains ont exprimé leur compassion, d'autres ont minimisé l'affaire, réduisant Nastia à son image d'actrice pour adultes. Mais derrière la figure publique se cachait une jeune femme de 26 ans, tatouée, passionnée, déterminée à s'en sortir malgré ses blessures. Une artiste dans l'âme. Aujourd'hui, ses comptes ont disparu, mais des pages de fans perpétuent sa mémoire. Nastia n'était pas qu'un personnage médiatique. Elle était une œuvre vivante, et c'est ainsi qu'elle mérite d'être rappelée. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette triste affaire. Si cette affaire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. À très vite sur Mystérieuses Affaires Criminelles.